Paris, 11 mars 1944. L'air glacial de la fin de l'hiver est souillé par une anomalie olfactive et visuelle qui trouble la quiétude forcée du 16e arrondissement. De la cheminée du numéro 21 de la rue Le Sueur, un hôtel particulier à la façade austère et respectable, s'échappe une fumée noire, grasse, tenace. Ce n'est pas la fumée habituelle d'un feu de bois, mais un panache épais qui transporte une odeur pestilentielle, un mélange écœurant de chair brûlée et de produits chimiques qui s'infiltrent dans les appartements voisins, s'accrochent aux rideaux et donnent la nausée. Depuis plusieurs jours, les résidents de la rue supportent ce supplice, leur inquiétude grandissant avec l'intensité du phénomène. Les plaintes se multiplient, passant de la simple gêne à une véritable alarme. Cette fumée n'est pas naturelle. Elle est le symptôme d'une activité anormale, secrète et macabre, dissimulée derrière les murs de pierre de cette demeure bourgeoise. Alertés par un voisinage à bout de nerfs, les sapeurs-pompiers arrivent sur les lieux, leur véhicule tranchant avec le silence angoissant de la rue parisienne sous l'occupation. La porte massive en bois reste close, muette à leurs appels. Devant l'urgence et l'odeur insoutenable qui filtre désormais par les interstices, l'ordre est donné de forcer l'entrée. Le bruit sec de la hache brisant la serrure résonne comme un coup de tonnerre, ouvrant une brèche sur l'inconnu. Une fois à l'intérieur, les hommes sont saisis par une vague de chaleur et une puanteur encore plus concentrée. Pourtant, l'endroit semble étrangement normal. Un cabinet médical impeccable, des meubles de qualité, un silence de mort. Il n'y a pas d'incendie visible. Le mystère s'épaissit à chaque pas, tandis qu'ils comprennent que la source du mal ne se trouve pas dans les étages nobles, mais qu'elle provient des profondeurs, du ventre même de la maison. La descente vers la cave est une plongée progressive dans l'horreur absolue. Chaque marche descendue les rapproche de l'inimaginable. La chaleur devient suffocante. L'air est presque irrespirable. Puis, à la lumière tremblante de leurs lampes, la scène se révèle dans toute son abomination. Le sous-sol a été transformé en un véritable abattoir humain. Au centre, une chaudière à charbon rougeoie encore, crachant sa fumée infâme. Tout autour, c'est une vision dantesque. Des piles de restes humains, des membres découpés, des torses calcinés, des valises éventrées côtoyant des ossements. 23 corps, ou ce qu'il en reste, sont amoncelés dans un chaos méthodique. Et au milieu de ce carnage, une absence glaçante, celle du maître des lieux, le docteur Marcel Petiot, un homme qui offrait un passage vers la liberté, mais qui ne pavait la route que vers sa propre fournaise. Le docteur Marcel Petiot était, en apparence, l'incarnation de la réussite et de la respectabilité. Homme d'une intelligence fulgurante, il maniait le verbe avec une aisance qui captivait et rassurait. Grand, élégant, son regard perçant pouvait exprimer tour à tour la plus profonde compassion ou l'autorité la plus inflexible. Dans son cabinet parisien, il recevait une clientèle variée, séduite par sa réputation de médecin brillant et cultivé, capable de diagnostiquer les maux du corps comme ceux de l'âme. Pour les âmes désespérées qui cherchaient à fuir la barbarie nazie, il se présentait comme un phare dans la nuit, un organisateur de réseaux d'évasion d'une efficacité redoutable. Sa confiance en lui était totale, presque hypnotique, et il projetait l'image d'un homme de contrôle, un maître du jeu capable de déjouer les pièges de la Gestapo. C'est cette façade de sauveur charismatique qui fut son arme la plus redoutable. Pourtant, derrière ce masque de notable se cachait une histoire personnelle trouble, une succession de signaux d'alarme que la société avait ignorés. Dès son plus jeune âge, Marcel Petiot avait manifesté des comportements antisociaux et une instabilité chronique, renvoyé de plusieurs écoles et faisant l'objet de diagnostics psychiatriques précoces. L'épreuve de la Première Guerre mondiale, où il fut blessé, ne fit qu'exacerber ses troubles, multipliant les séjours en hôpital psychiatrique pour des crises de nerfs et des comportements erratiques. Sa carrière d'après-guerre à Villeneuve-sur-Yonne, où il fut à la fois médecin et maire, fut entachée de scandales, rumeurs persistantes de détournement de fonds publics, d'une relation suspecte avec une patiente disparue, et déjà une réputation d'homme cupide et sans scrupules, bien loin de l'image de notable qu'il s'efforçait de construire. La motivation première de Petiot était d'une simplicité glaçante, la cupidité. Il ne tuait ni par idéologie, ni par colère, mais par pur appât du gain. La guerre et l'occupation n'étaient pour lui qu'un contexte commercial, une opportunité inespérée de transformer le désespoir humain en or, en bijoux et en liquidités. Chaque fugitif était une transaction, chaque famille une mine à exploiter. Cependant, réduire ces actes à la seule avarice serait incomplet.
La méthode, la cruauté, le soin apporté à l'élimination systématique de ses victimes révèlent une dimension plus sombre, un plaisir sadique et un complexe de toute puissance. Il se délectait de son pouvoir de vie et de mort, orchestrant le destin de ceux qui lui confiaient leur existence, les observant tomber dans son piège avec la satisfaction d'un dieu malveillant. Les victimes, quant à elles, formaient une mosaïque tragique de la France occupée. Elles étaient majoritairement des Juifs, traqués par la Gestapo et la milice française, des membres de la résistance dont le réseau avait été démantelé, ou simplement des individus indésirables cherchant à échapper à une mort certaine. Ces hommes, ces femmes, parfois ces familles entières, partageaient une vulnérabilité extrême. Leur vie quotidienne était faite de peur, de cachettes précaires et d'espoirs fragiles. Ils arrivaient chez Petiot avec, pour tout bagage, les restes de leur vie. Des valises contenant de l'argent, des œuvres d'art, des bijoux de famille, des lettres, uniques vestiges d'un monde qu'ils abandonnaient pour toujours. Ils n'achetaient pas seulement un voyage clandestin, ils tentaient d'acheter leur survie, plaçant leur confiance et leur fortune entre les mains de leurs bourreaux. Le drame se nouait dans cette dynamique de confiance absolue face à la trahison la plus totale. Ces proies n'étaient pas des personnes crédules. C'étaient souvent des entrepreneurs avisés, des artistes reconnus, des gens du monde qui avaient tout perdu, sauf l'instinct de survie. Ils arrivaient au 21 rue Le Sueur par le biais de recommandations, convaincus d'avoir trouvé la filière miracle, le réseau Flytox, qui les mènerait en Argentine. Le docteur les accueillait, les écoutait, les rassurait. La dernière étape, leur disait-il, était une simple formalité sanitaire, une inoculation obligatoire pour le voyage. Dans un geste de confiance ultime, ils tendèrent leurs bras aux médecins, recevant dans leurs veines non pas un vaccin, mais le poison qui mettrait fin à leur fuite, à leurs espoirs et à leur vie, dans la solitude d'une pièce sans fenêtre. L'histoire de Marcel Petiot ne commence pas dans la cave de la rue Le Sueur, mais bien des années plus tôt, dans les rues tranquilles de Villeneuve-sur-Yonne. C'est là, dans les années 20 et 30, qu'il a fait ses gammes, testant les limites de l'impunité que lui conférait son statut de médecin et de maire. Les archives de cette période sont un prologue à l'horreur parisienne. Des rumeurs d'avortements illégaux, des accusations de détournement de fonds publics qui s'évanouissent sans laisser de traces, et surtout, l'ombre d'un meurtre, la disparition mystérieuse de Louise Delaveau, la compagne d'un de ses patients, après que Petiot l'ait prétendument aidé, est une répétition générale de son futur mode opératoire. Il y apprend à manipuler, à mentir et à utiliser sa respectabilité comme un bouclier, perfectionnant l'art de commettre le crime parfait en plein jour. En 1941, le chaos de la guerre et l'anonymat d'une capitale sous occupation offrent à Petiot le théâtre idéal pour ses ambitions macabres. Il fait l'acquisition de l'hôtel particulier au 21 rue Le Sueur, un investissement stratégique qui est bien plus qu'une simple résidence. C'est l'outil central de son entreprise de mort. Il entreprend des travaux, non pas pour embellir les lieux, mais pour les rendre fonctionnels à ses desseins. Le plus glaçant de ces aménagements est la création d'une petite pièce triangulaire, sans fenêtre, aux murs épais et équipée d'un judas. Cette chambre de consultation insonorisée n'est pas conçue pour soigner, mais pour tuer en toute discrétion. Chaque brique posée, chaque porte renforcée est le signe d'une préméditation froide, la construction méthodique d'un tombeau au cœur de Paris. Entre 1942 et 1944, son organisation, qu'il baptise du nom de code professionnel, Flytox, tourne à plein régime. La rumeur d'un médecin courageux, capable de faire passer des fugitifs en Amérique du Sud, se propage dans les cercles de ceux qui vivent dans la peur. Petiot orchestre sa mise en scène avec un soin méticuleux. Il reçoit ses clients, évalue leur richesse d'un œil expert, leur expose les détails de leur future évasion. La confiance s'installe, nourrie par le désespoir de ses interlocuteurs. L'ultime instruction est toujours la même. Rassemblez toutes vos valeurs, argent, bijoux, documents, et surtout, ne parlez de votre départ à personne pour ne pas compromettre le réseau. En les isolant ainsi du monde, il les prive de tout secours extérieur, les rendant entièrement captifs de sa volonté dans leurs dernières heures. La phase finale de son plan est un chef-d'œuvre de cruauté perverse. Dans la petite pièce triangulaire, Petiot annonce à ses victimes qu'une dernière formalité est nécessaire avant le grand voyage, une inoculation pour les protéger des maladies tropicales. Lui, le médecin, prépare sa seringue avec des gestes professionnels et rassurants. Le liquide qu'il injecte est un poison,
probablement un dérivé de cyanure, dont l'action n'est pas instantanée. C'est là que le Judas prend tout son sens. Tandis que ses victimes entrent en agonie, suffoquant dans la pièce hermétiquement close, Petiot les observe. Il assiste, en spectateur froid et détaché, à la lente extinction de la vie qu'il vient de voler. Ce n'est pas seulement un meurtre pour l'argent, c'est un rituel de domination, l'affirmation ultime de son pouvoir absolu. Le 11 mars 1944, ce système parfaitement huilé s'effondre à cause d'un détail trivial, une cheminée qui fume trop. Lorsque les pompiers et les policiers découvrent l'abattoir dans sa cave, l'impensable se produit. Marcel Petiot, prévenu, arrive sur les lieux à bicyclette, jouant la surprise et l'indignation. Avec un aplomb extraordinaire, il tente de retourner la situation à son avantage. Il explique aux policiers, initialement déconcertés, que les corps sont ceux de collaborateurs et de traîtres allemands qu'il a éliminés pour le compte de la résistance. Dans la confusion du moment, son histoire, bien que rocambolesque, sème le doute. Profitant de l'hésitation des autorités, il parvient à s'éclipser, disparaissant dans la nature et laissant derrière lui une scène de crime qui défie l'entendement. Alors que son nom et son visage sont diffusés partout, faisant de lui l'homme le plus recherché de France, Petiot réalise son tour de passe-passe le plus audacieux. Profitant de la liesse et du chaos de la libération de Paris à la fin de 1944, il se réinvente. Il se laisse pousser la barbe, change d'apparence et adopte une nouvelle identité, celle du capitaine Henri Valéry. Sous ce nom, il intègre les forces françaises de l'intérieur, FFI, les mêmes groupes de résistants qu'il prétendait servir. L'ironie est totale et terrifiante. Le tueur en série devient un chasseur officiel de collaborateurs, un héros de la libération. Il participe à des interrogatoires et des arrestations, utilisant son nouveau statut pour brouiller les pistes et peut-être même éliminer des témoins gênants. Le piège se referme finalement le 31 octobre 1944. C'est une publication dans un journal de la Résistance, un article qu'il a lui-même contribué à inspirer, qui trahit sa présence. Un de ses anciens compagnons de réseau le reconnaît et alerte les autorités. L'arrestation a lieu dans la station de métro Saint-Mandé. Le capitaine Valéry est interpellé sans résistance. Sur lui, les policiers trouvent un pistolet, une somme d'argent considérable et plusieurs jeux de faux papiers d'identité. La nouvelle fait l'effet d'une bombe. Le héros décoré de la Résistance et le monstrueux boucher de Paris ne sont qu'une seule et même personne. Le mythe du sauveur s'effondre pour révéler le visage du prédateur. Le procès de Marcel Petiot s'ouvre le 18 mars 1946 et se transforme immédiatement en un spectacle médiatique sans précédent. Loin de se montrer repentant, l'accusé est arrogant, combatif et théâtral. Il se cramponne à sa ligne de défense. Il n'était pas un meurtrier, mais un justicier, un patriote qui n'a fait qu'exécuter 63 ennemis de la France pour le compte de son réseau de résistance. Il interpelle les juges, insulte les avocats des parties civiles et se présente comme une victime d'une erreur judiciaire. Mais sa défense s'effrite face aux preuves accablantes. L'élément le plus puissant contre lui reste l'alignement silencieux dans la salle d'audience des 72 valises et des centaines d'effets personnels saisis chez lui. Témoignages muets et poignants des vies qu'il avait anéanties. La tension dans l'affaire Petiot s'ancre d'abord dans les murs mêmes de sa demeure. Le 21 rue Le Sueur n'est pas une simple scène de crime. C'est un personnage à part entière, un complice silencieux et monstrueux. Le suspense est distillé à travers des descriptions sensorielles qui hantent l'imagination. On devine le silence feutré des étages supérieurs, contrastant avec les bruits étouffés que les voisins ont parfois cru entendre, comme des cris lointains ou le fonctionnement d'une machine en pleine nuit. L'odeur, cette puanteur imprégnée dans la pierre, qui même après le nettoyage des lieux, semble persister comme un fantôme olfactif. Et surtout, il y a ce Judas dans la porte de la chambre triangulaire. Ce simple trou noir est une invitation terrifiante à se mettre à la place du monstre, à imaginer ce qu'il voyait, transformant le spectateur en témoin impuissant d'une agonie invisible. Le suspense est également alimenté par les questions béantes que l'enquête n'a jamais pu entièrement combler, créant une atmosphère de mystère durable. Combien de personnes a-t-il réellement tué? Si le procès l'a condamné pour 26 meurtres, les estimations des enquêteurs, basées sur la quantité de restes et d'effets personnels, évoquent plus de 60 victimes, voire davantage. Chaque valise non identifiée, chaque vêtement sans propriétaire est un fantôme qui réclame un nom. Et puis, il y a la question lancinante de la fortune.
Où est passé l'immense trésor de guerre accumulé par Petiot? La majeure partie de l'or, des bijoux et de l'argent n'a jamais été retrouvée. Cette incertitude laisse la porte ouverte à toutes les spéculations. Maintenant, une tension qui survit à la mort même du criminel. Le crime n'est pas totalement résolu tant que ses proies ne sont pas toutes identifiées et que son butin reste caché. La tension la plus insoutenable réside dans la reconstitution du jeu psychologique entre le prédateur et ses proies. Imaginons la scène finale. Une famille juive ayant tout vendu pour payer son passage, assise dans le cabinet du docteur. Petiot leur parle d'un avenir en Argentine, sourit à leurs enfants. Sa voix est un baume sur leurs angoisses. Une légère méfiance, peut-être, mais elle est balayée par le besoin désespéré de croire. Puis vient le moment de la vaccination. Juste une petite piqûre, une formalité pour votre nouvelle vie, dit-il. Le suspense est à son comble dans cet instant précis, cet acte de confiance ultime où la victime tend son bras. Pour le spectateur qui connaît la vérité, cette scène est presque insupportable, car elle incarne la trahison absolue, l'espoir anéanti par la main même qui prétendait l'offrir. La période où Petiot, fugitif, endosse l'identité du capitaine Valéry est un sommet de tension narrative. Il n'est plus la proie, mais redevient le chasseur, cette fois sous l'uniforme de la justice. Chaque scène de cette période est chargée d'une ironie dramatique angoissante. On l'imagine interrogeant un suspect, le regardant droit dans les yeux, lui parlant de traîtrise et de punition, alors qu'il est lui-même l'incarnation du mal. La question n'est plus seulement « quand sera-t-il arrêté ?», mais « qui d'autre va-t-il éliminer avant de l'être ?» Le suspense naît de sa capacité à naviguer dans ce monde de héros et de justiciers sans être démasqué. Chaque jour qui passe où il porte l'uniforme est une insulte à la mémoire de ses victimes et une menace pour ceux qui pourraient le reconnaître, faisant de lui une bombe à retardement en plein cœur de la libération. Enfin, la tension culmine et se transforme durant le procès, devenant une confrontation psychologique brute. Petiot, dans le box des accusés, n'est pas un homme brisé qui demande pardon. C'est une bête féroce, acculée, mais toujours dangereuse. Il ne baisse jamais les yeux. Il fixe les jurés, les familles des victimes, les journalistes, avec une arrogance glaciale. Ses dialogues sont des défis, des provocations. En s'enfermant dans son rôle de patriote justicier, il tente une dernière manipulation, semer le doute. Et si, parmi toutes ces victimes, il y avait eu un seul vrai collaborateur? Cette question, même si elle est balayée par les preuves, parvient à créer un malaise. Il refuse de laisser la vérité être simple. Jusqu'au verdict final, il maintient cette tension, forçant l'audience à contempler la frontière trouble entre le bien et le mal, dans une époque qui a brouillé toutes les lignes. L'affaire Petiot est une illustration terrifiante de la banalité du mal, théorisée plus tard par Hannah Arendt. Le monstre n'avait pas l'apparence d'un démon, mais celle d'un voisin respectable, d'un médecin compétent. C'est le contexte social de l'occupation qui a servi de terreau à ces crimes. Dans un Paris où la délation était monnaie courante, où des gens disparaissaient chaque jour, enlevés par la Gestapo, ou fuyant dans la clandestinité, la disparition de quelques individus supplémentaires passait inaperçue. Le chaos moral et social a anesthésié la vigilance collective. La guerre a créé une zone grise où les repères s'effaçaient, permettant à un prédateur comme Petiot d'opérer en plein jour. Il n'a pas été créé par la guerre, mais la guerre lui a donné la permission et le camouflage parfait pour libérer la monstruosité qui sommeillait en lui depuis toujours. Sur le plan psychologique, Marcel Petiot est une étude de cas clinique de la psychopathie. Tous les traits caractéristiques sont présents. Un charme superficiel et une grande intelligence mise au service de la manipulation, un égocentrisme pathologique et un sentiment de toute puissance, et surtout une absence totale et profonde d'empathie. Il était incapable de percevoir ses victimes comme des êtres humains, ne voyant en eux que des objets, des sources de profit à exploiter, puis à éliminer. Sa capacité à imiter les émotions humaines, à jouer le rôle du sauveur patriotique ou du médecin compatissant, relevait du mimétisme. Ce masque de normalité est la clé de sa réussite criminelle. Il n'était pas fou au sens où il aurait perdu contact avec la réalité. Au contraire, il en était un observateur froid et calculateur, utilisant ses codes pour mieux la subvertir. Il est tout aussi crucial d'explorer la psychologie du désespoir qui animait ses victimes. Les qualifier de naïves serait une profonde injustice. Il faut imaginer leur état mental, traqués, privés de leurs droits, vivant dans la terreur constante d'une arrestation et d'une déportation. Dans une telle situation de stress extrême,
le jugement critique est altéré. Petiot ne leur vendait pas un simple service, il leur vendait la chose la plus précieuse au monde, l'espoir. Cette promesse d'une nouvelle vie agissait comme une lumière aveuglante, rendant invisibles les quelques signaux d'alarme qu'un esprit serein aurait pu déceler. Faire confiance à Petiot n'était pas un choix logique, mais un acte de foi, un pari existentiel où la seule autre option était la mort quasi certaine. Il a exploité non pas leur bêtise, mais leur instinct de survie. Le parcours de Petiot met également en lumière la faillite institutionnelle et le cynisme d'une époque. L'un des faits les plus sidérants est que la Gestapo elle-même a arrêté Petiot en 1943, le soupçonnant d'aider des résistants à fuir. Ils l'ont interrogé pendant des mois, sans jamais découvrir l'abattoir qu'il gérait. Cette anecdote est révélatrice. L'horreur nazie, si focalisée sur sa propre logique d'extermination idéologique, est passée à côté d'une horreur privée, motivée par la simple cupidité. Les différentes formes du mal coexistaient sans se voir. De leur côté, les autorités françaises collaborationnistes étaient trop occupées à traquer les Juifs et les résistants pour s'inquiéter de rumeurs de disparition. Petiot a prospéré dans le vide laissé par une société dont les gardiens étaient devenus eux-mêmes des prédateurs. Finalement, le cas Petiot agit comme un miroir, déformant mais fidèle d'une société malade. Sa cupidité sans bornes faisait écho au marché noir et à la corruption généralisée qui régnait sous l'occupation. Sa cruauté méthodique et déshumanisée n'était qu'une version privée, artisanale, de la violence de masse industrialisée par le régime nazi. Il a su flairer l'air du temps, comprenant que dans une période où la vie humaine avait si peu de valeur, ces crimes avaient plus de chances de rester impunis. Il est la preuve que les grandes tragédies historiques ne sont pas seulement le fait des États et des armées, mais qu'elles sont aussi composées d'une multitude de petites tragédies individuelles, où des monstres opportunistes profitent du chaos pour assouvir leurs propres pulsions. Il n'était pas une anomalie, mais un symptôme ultime de la pathologie de son époque. Le point culminant du drame se joue dans le silence lourd de la salle d'audience, le 4 avril 1946. Après des semaines de débats houleux, de témoignages poignants et de dénégations arrogantes, l'heure du verdict a sonné. La foule, composée de journalistes, de curieux et des familles des victimes, retient son souffle. Marcel Petiot, dans le box des accusés, reste impassible, son visage un masque de défi. Lorsque le président de la Cour prononce le mot « coupable » pour 26 chefs d'accusation de meurtre, une onde de choc mêlée de soulagement parcourt la salle. La sentence tombe, implacable comme le couperet de la guillotine, la peine de mort. Petiot accueille la condamnation sans ciller, se contentant de lancer une dernière bravade, criant à l'injustice et se réclamant de la résistance. Le marteau de la justice a frappé, mais le monstre refuse de se soumettre, même face à sa propre fin. Pour les familles des victimes, le verdict n'est pas une victoire, mais la fin d'un long calvaire. La justice a été rendue, mais elle ne peut effacer l'horreur, ni ramener les disparus. Leur deuil est une blessure complexe, privée de la sépulture traditionnelle qui permet de commencer à guérir. Pour beaucoup, il n'y a pas de corps à pleurer, pas de tombe sur laquelle se recueillir, seulement le souvenir atroce d'une mort dans une cave sordide et l'image des valises de leurs proches, alignées comme des pièces à conviction. La condamnation de Petiot leur offre une forme de conclusion légale, mais elle les laisse avec un vide immense. Le procès, en exposant leur douleur au grand jour, les a contraints à revivre le traumatisme. Sa fin leur permet de se retirer de l'arène publique pour affronter seuls le silence et l'absence. Dans le couloir de la mort de la prison de la santé, Marcel Petiot ne connaît ni le repentir ni le doute. Jusqu'au bout, il s'acharne à maîtriser son propre récit, écrivant des mémoires pour justifier ses actes et se peignant en héros sacrifié sur l'autel de l'épuration. Il ne faillit jamais dans son rôle, celui d'un homme supérieur, victime d'une erreur judiciaire monumentale. Le matin du 25 mai 1946, lorsque les gardiens viennent le chercher, il est prêt. Il s'habille avec soin, comme pour une dernière représentation. Face à l'aumônier, il reste distant. Ses derniers mots, rapportés par des témoins, sont à l'image de sa vie, empreints d'un cynisme glacial et d'une arrogance théâtrale. En se tournant vers son avocat et les témoins de l'exécution, il leur aurait conseillé de ne pas regarder, car le spectacle ne sera pas beau. L'exécution met un point final à l'existence terrestre de Marcel Petiot, mais pas à son histoire. Au petit matin, dans la cour de la prison, la lame de la guillotine s'abat,
mettant fin à l'un des parcours criminels les plus effroyables du XXe siècle. Pour le public, cette mort est une catharsis, la confirmation que l'ordre peut être restauré et que le mal absolu peut être puni. Cependant, en emportant ses secrets dans la tombe, Petiot prive la société d'une vérité complète. Combien de victimes a-t-il faites? Où a-t-il caché sa fortune? Qui étaient tous ces anonymes dont les restes ont été retrouvés dans sa cave? Sa mort est une résolution judiciaire, mais elle laisse une frustration historique. Le monstre a été éliminé, mais l'étendue réelle de sa monstruosité restera à jamais une énigme. L'onde de choc de l'affaire Petiot se propage bien au-delà de sa mort. Son nom devient un synonyme d'horreur, la figure archétypale du savant fou et du médecin diabolique, marquant durablement l'imaginaire collectif français. Le 21 de la rue Le Sueur se transforme en lieu de pèlerinage morbide, une maison maudite au cœur d'un des quartiers les plus chics de Paris. L'affaire inspire d'innombrables livres, films et débats, forçant la société française à une introspection douloureuse sur les années noires de l'occupation. Elle révèle comment le vernis de la civilisation peut craquer en temps de crise, permettant à des individus dépourvus de toute morale de prospérer. Le procès et l'exécution de Petiot ont jugé un homme, mais ils ont aussi ouvert une discussion nationale sur la nature du mal et la faillibilité d'une société face à la barbarie. Le cas de Marcel Petiot transcende la chronique d'un simple tueur en série. Il est un miroir sombre de son époque, une incarnation de la facilité avec laquelle le voile de la civilité peut se déchirer. Son histoire nous confronte à une question fondamentale et troublante. La guerre crée-t-elle des monstres ou leur donne-t-elle simplement l'opportunité de révéler ce qu'ils ont toujours été? Le parcours du Docteur Satan nous rappelle que le mal le plus terrifiant ne vient pas toujours d'un ennemi clairement identifié et en uniforme, mais qu'il peut porter le masque rassurant d'un voisin charmant, d'une main tendue, d'un sauveur promettant l'espoir au milieu du désespoir. Son héritage est un avertissement intemporel sur la fragilité de nos certitudes et sur les prédateurs qui, en temps de crise, se déguisent en protecteurs, se nourrissant de la peur pour assouvir leur propre néant.